Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Constance Dana et je suis étudiante à l'ESCP Europe et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui cette conférence sur le thème de l'Europe, quel projet pour sortir de l'impasse. Dans 2 jours, le traité de Rome fêtera ses 60 ans. Parmi les points importants de ce traité, il y a eu la mise en place d'une zone de libre-échange totale, la définition de politiques communes, les politiques de solidarité régionale et la vocation à s'élargir. Aujourd'hui, ce sont ces principes, à la base même du projet européen, qui sont remis en cause par des pays européens de plus en plus nombreux. Le Royaume-Uni avec le Brexit, l'élection de Viktor Orban en Hongrie et la montée de Marine Le Pen en France montrent tous que l'Europe, dans son essence même, est rejetée. Le Pew Research Center a effectué un sondage au printemps 2016 et a demandé aux sondés s'ils étaient favorables ou non à l'Union européenne. Le résultat est accablant. 71% des Grecs ont une opinion défavorable à l'UE. La France arrive juste derrière avec 61% d'opinions défavorables. Et le Royaume-Uni, avec à l'époque 48% d'opinions défavorables, était au même niveau que l'Allemagne ou l'Espagne. La question est dès lors de savoir que faire pour sortir de l'impasse. Faut-il quitter l'Europe ou bien approfondir l'intégration européenne? Comment repenser l'Europe? Pour en discuter aujourd'hui, nous avons avec nous Agnès Benassi-Kéré, économiste, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique et professeure d'université. Pervenche Berès, députée européenne PS pour la circonscription Île-de-France et Français établis hors de France, et coordonnatrice du groupe socialiste et démocrate de la Commission économique et monétaire. Jérôme Kriel, économiste et directeur du département des études à l'Observatoire français des conjonctures économiques et professeur associé d'économie à l'ESCP Europe. Olivier Pastré, économiste, professeur à Paris 8, président de la banque d'affaires tunisienne IM Bank et membre du Cercle des économistes. Andrea Goldstein, managing director du think tank Nomisma en Italie. Olaf Henriksen Bell, premier conseiller à l'ambassade de Grande-Bretagne, spécialiste des affaires européennes. Et Sabine Sifus-Arnaud, chef du service international du magazine Challenge. Donc je prends la parole, Constance nous a bien brossé le tableau. Je refais une petite note et ensuite on passe la parole à nos experts. Donc moi j'étais très frappée en novembre 2016. Manuel Valls, qui était alors Premier ministre, est allé faire un discours européen à Berlin. Et c'était un discours assez offensif et qui s'est terminé par « l'Europe peut mourir ». Et ça jetait un froid énorme dans la salle qui était composée de décideurs, de politiques. Parce que pour les Allemands, plus encore que pour nous, l'Europe est restée une évidence. Or, on a bien vu depuis 2 ans, et comme Constance nous l'a expliqué, il s'est produit des phénomènes, des événements qu'on pensait à peine imaginables. Il y a une espèce d'accélération des crises et des événements. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je voulais simplement prendre ce mois de mars qui est en train de s'achever comme exemple de ce foisonnement de problèmes, d'incertitudes et d'horreurs aussi. On a vu ce qui s'est passé à Londres hier et on exprime à Olaf Henriksen Bell toute notre compassion et nous le remercions d'être là parce qu'il a beaucoup de choses à faire à l'ambassade après cet horrible événement. Donc je passe rapidement en revue ce 5 mars, mais je trouve alors évidemment les événements ne sont pas du tout à mettre sur le même plan, mais ça montre un peu le travail qu'on a, nous journalistes et vous, face à cette... Donc le 5 mars, les lords anglais discutent la loi sur le Brexit. Un certain nombre d'entre eux suggère de ne rien payer à l'Europe en, je cite, mettant les couteaux sur la table. Le 6 mars, il y a un mini-sommet à Versailles avec la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, où ils essayent de se mettre un petit peu d'accord pour ces fameuses commémorations de Rome, et il n'y a même pas une déclaration commune. Le 9 et 10 mars, on a un Conseil européen que Varsovie menace de bloquer parce qu'ils ne veulent plus Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Le 12 mars, la Deutsche Bank publie une étude sur l'inquiétude des marchés financiers sur le vote Le Pen. Le 13 mars, Nicola Sturgeon demande un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le 15 mars, on a ces fameuses élections des Pays-Bas qui n'ont pas été aussi horribles qu'on le craignait, mais qui ont été moins pires. Mais bon, pendant des semaines, on a eu quand même Geert Wilders, l'affreux populiste, à la une de tous les journaux. Le 16 mars, Angela Merkel a reçu Emmanuel Macron à Berlin, qu'elle avait refusé de voir en janvier. Le 19 mars, elle est allée à Washington, où Donald Trump lui a pas serré la main. Le 20 mars, il y a eu une crispation sur les discussions autour de la dette grecque. Et la semaine prochaine, le 29 mars, le divorce avec Londres sera officiellement acté. Bon, ça a l'air d'être une liste de préverbe, mais ça montre tous ces points d'inquiétude et ces incertitudes qui se multiplient. Et l'intérêt de cette table ronde qui s'appelle donc « Quel projet pour sortir de l'impasse ?» Donc nous avons les meilleurs spécialistes ici qui chacun vont essayer de présenter une facette d'une partie de la solution.
Donc on aura 2 réponses politiques et 4 réponses économiques, dont 2 sur l'Union européenne et 2 sur la zone euro. Donc Olaf Eriksson-Bell, qui est le deuxième en partant de la droite, nous expliquera comment surmonter le traumatisme du Brexit. Pervenche Berès, qui est à ma gauche, nous expliquera comment faire fonctionner ce qu'on appelle l'Europe à plusieurs vitesses. Monsieur Jérôme Krill, qui est tout au fond à côté de Constance, exposera ses propositions pour une croissance soutenable. Andrea Goldstein, qui nous vient de Rome, non, de Turin, de Bologne, pardon, donc directement, nous dira comment vivifier la politique industrielle de l'Europe. Il a travaillé aussi à l'OCDE. Côté zone euro, Olivier Pastré, qui est tout au bout, nous expliquera, à l'extrême gauche, bizarre, nous expliquera comment protéger l'euro d'une nouvelle crise, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et nous finirons par Agnès Benassi-Kéré, qui discute et qui nous présentera une position intéressante, c'est « Et si on arrêtait tout ?» Une des choses qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Voilà, donc chacun des experts ne parlera que 2 minutes, comme au Parlement européen, pour laisser un maximum de temps à la discussion. Donc ils sont tous très frustrés parce qu'ils sont tous excellents et des grands experts, mais tant pis. Donc je commence par le Brexit, par Olaf Eriksson-Bell, qui va nous expliquer un petit peu comment on va se sortir de cette situation politique terrible. Parfait. Et merci Sabine. Tu es toujours très gentille de m'harceler avec cette de m'inviter dans ces événements, mais j'avais bien compris que c'était un piège. Tout d'abord, tu m'as demandé de commencer avec le Brexit, donc piège numéro 1. Deuxièmement, je suis le seul Britannique, donc je suis là pour me faire taper dessus par tout le monde. Deuxième piège. Et troisième piège, je vais être tapé dessus par les gens beaucoup plus brillants que moi. Donc, merci. 3 petites remarques sur le Brexit, parce que je vais essayer de respecter les règles de les 2 minutes et aussi de l'article 50 aussi. Donc, je vais commencer bien sûr par souligner ce que Theresa May a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire le Royaume-Uni a voté et le peuple britannique ont voté pour quitter l'Union européenne comme institution, mais pas bien sûr l'Europe. C'est notre continent, c'est nos amis, nos alliés, nos voisins. Non, vous allez me dire, mais monsieur, vous êtes diplomate, c'est juste un slogan. Oui, c'est un slogan. Mais parfois, dans les meilleurs slogans, il y a le cœur de la vérité. Deuxièmement, l'article 50, donc le processus selon le traité par lequel le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Comme vous savez peut-être, ça va être déclenché la semaine prochaine, donc mercredi. Et j'ai parlé, il y a beaucoup de débats dans les journaux, comme 3 pages dans le Figaro ce matin. Qu'est-ce qu'elle va écrire dans son lettre à Donald Tusk, président du Conseil européen? Et donc c'est un peu un secret. Mais j'ai appelé Theresa May ce matin et elle m'avait dit, en fait, Olaf, je peux vous rassurer, il va inclure au moins 3 choses. Premièrement, la situation des citoyennes britanniques dans les autres 27 pays, mais bien sûr les citoyens européens au Royaume-Uni. Et donc elle va dire encore une fois comment c'est une priorité de régler le statut de ces gens, parce que, et c'est la situation de moi et ma femme franco-allemande par exemple, parce que c'est le côté humain de ce débat. Deuxièmement, qu'elle veut garder les liens économiques le plus fluides possible pour que tous les emplois qui ont créés par nos relations économiques soient protégés. Et troisièmement, qu'elle va garder les liens et la coopération sécuritaire le plus étroite possible. Et on a vu que hier comment on est menacé par les mêmes menaces dans nos 2 pays. On a l'histoire derrière nous aujourd'hui qui montre à quel niveau on a les mêmes menaces. Et donc il faut garder cette coopération. Donc voilà, troisième chose, comment sortir de l'impasse? Je pense qu'il faut le sortir par là-haut. Parce que là, il y a les tentations de se diviser dans ce moment difficile. Chez nous à Londres, comme ailleurs en Europe. Et donc il y a une obligation politique d'essayer de sortir par là-haut, avec une vision de notre continent, de l'avenir, et aussi avec la confiance entre nous dans la manière qu'on gère ces négociations, mais aussi la confiance en soi-même. Parce que si l'Europe a besoin de quelque chose aujourd'hui, et qu'il a manqué quelque chose ces dernières années, c'est cette confiance. Donc voilà. J'ai respecté les règles, non?
Brexit means Brexit avec courtoisie, c'est ça en fait. Tu es toujours trop cynique. Pervenche Berès, vous nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette Europe à plusieurs vitesses dont on parle beaucoup ces temps-ci? Merci au lycée Turgot de nous accueillir pour ces rencontres parce que c'est toujours très bien. Moi, j'aime bien être dans ma circonscription, parler économie avec des publics mélangés. J'ai déjà gâché du temps de parole. Non, je l'ai gagné. L'Europe à plusieurs vitesses, je crois que c'est un vieux fantasme français. L'idée qu'on allait faire une avant-garde, des cercles concentriques, l'Europe à deux vitesses, ça fait plusieurs années. On n'a pas attendu le Brexit pour commencer à en parler avec beaucoup d'appétit et même de passion, y compris parce que c'est sans doute un reflet d'un élargissement mal digéré, pour dire les choses un peu brutalement. Pour moi, l'Europe à plusieurs vitesses n'est sûrement pas un objectif, mais à la fin, c'est un moyen. C'est pas un objectif parce qu'on s'est pas battu pendant tant d'années pour faire tomber le mur de Berlin, pour aujourd'hui vouloir refaire une cassure au sein de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, Angela Merkel, après le Brexit, à Bratislava, elle ne veut pas parler des sujets de la zone euro parce qu'elle ne veut pas réintroduire une nouvelle fracture au sein des 27 qui vont rester ensemble et qui doivent se créer et se définir un destin ensemble. Elle a en partie raison. Elle a en partie raison, je dis, parce que si on ne s'occupe que des sujets dont on peut s'occuper à 27, alors l'animal va pourrir par l'intérieur. J'ai utilisé souvent une image que peut-être vous allez la connaître, mais qui est l'image d'une dodeline. Une dodeline, c'est quand dans le sol, en géologie, il y a une aspiration de la nappe phréatique qui fait que ça crée un appel d'air et que le sol s'effondre. Eh bien, si on ne s'occupe pas du soubassement, qui est, y compris la question de l'euro, eh bien, le sol va s'effondrer. Et je pense qu'on ne peut pas s'occuper de défense sans s'occuper aussi du soubassement, de ce qui fait la colonne vertébrale à la fin de l'Union européenne, qui est la question de la zone euro, comme moyen, bien sûr, du vivre ensemble. Et c'est la question qui nous est posée. D'une certaine manière, est-ce qu'on se sert du Brexit comme un moment de rendez-vous, une occasion, un moyen de la clarification? Et la clarification, elle oblige les uns et les autres à aller revisiter beaucoup de nos fantasmes, de nos projections qui ne sont pas adaptées à la réalité de ce dans quoi nous nous sommes engagés. Nous, les Français, nous nous sommes engagés dans l'euro, mais l'idée d'avoir une souveraineté européenne réelle, partagée, c'est toujours un peu douloureux. À l'Est, dans les nouveaux États membres, ils sont rentrés dans l'Union européenne en quittant le Comecon, l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, plein de choses dont ils voulaient ne plus se souvenir, et ils ont pensé retrouver la souveraineté. Et tout d'un coup, ils ont eu à la repartager. Donc toutes ces ambiguïtés ont cessé d'être créatrices. Et je crois que si on veut continuer ce beau projet, qui n'a que 60 ans, mon âge, donc c'est quand même pas grand-chose, eh bien, il va falloir aller à la clarification. Et pour moi, la clarification, c'est de se servir de l'euro comme vecteur d'intégration vers une union politique. Je reste, vous voyez, très ambitieuse dans ma projection du projet européen, mais je crois être aussi en phase avec ce que fondamentalement, j'espère, les Français vont dire dans cette prochaine élection, parce que la question de l'attachement à l'euro, elle va au-delà d'une simple question économique. Et il me semble que ici ou là, il peut y avoir beaucoup de critiques, mais que fondamentalement l'idée que l'euro est un espace de protection est quelque chose qui est assez ancré. Un tout petit mot à propos des Pays-Bas, en débordant, parce qu'il faut... Non seulement il ne faut pas s'en réjouir trop vite, parce que c'est pas parce que ça s'est passé là que ça peut se passer ailleurs, et qu'ensuite ceux qui ont gagné, qui sont arrivés en tête, c'est pas des magnifiques libéraux pro-européens, etc. Ils ont aussi des positions sur la question européenne qui ne vont pas faciliter les prochaines négociations. C'était un peu une forme de lâche soulagement comme pour l'Autriche, mais bon, quand il y a des bonnes nouvelles, faut quand même pas, enfin des relativement bonnes nouvelles, faut pas s'en priver. Monsieur Krill, expliquez-nous comment on peut avoir une Europe dont la croissance est soutenable, ce qui serait quand même un... Je vais m'en aller, merci.
Pourtant, vous avez écrit un papier dessus. Oui, absolument, absolument. Merci de votre invitation. Et je suis aussi tout à fait ravi d'être ici au lycée Turgot, où je retrouve des copains d'enfance de mon fils aîné. Donc c'est plutôt sympa pour moi. Alors j'avais l'intention de parler de réforme, mais j'avais aussi l'intention d'être un peu plus naïf. Mais je vais aller en fait dans la continuité de ce que vient de dire Pervenche. Donc ça va être, j'espère, beaucoup moins naïf qu'initialement prévu. Ce que j'avais prévu de dire, c'était que l'Europe aujourd'hui aurait besoin de réformes. Parmi ces réformes, on pourrait imaginer avoir une réforme budgétaire, alors tout de suite ça devient un peu jargonneux, qui soit plus favorable au financement de l'investissement public. Alors dans le jargon, ça s'appelle une règle d'or des finances publiques. Alors on dirait qu'elle commence à apprendre un petit peu, que la Commission européenne s'y intéresse, que peut-être les Européens au plus haut sommet de certains États s'y intéressent. Sigmar Gabriel a fait un papier ce matin dans lequel il promeut l'investissement public de manière coordonnée au plan européen. Alors moi, il se trouve que c'est une réforme sur laquelle j'ai travaillé depuis 15 ans et comme ça met 15 ans à produire des effets, je vous propose un autre type de réforme pour essayer que je prenne un peu d'avance. Alors l'avance, en fait, c'est un petit peu de recul puisque Pervenche vient d'en parler. Ça consisterait à appliquer un petit peu les traités tels qu'ils existent aujourd'hui et à convenir d'une chose, s'il y a bien une institution qui, pendant cette crise financière internationale, a plutôt très bien fonctionné, c'est la Banque Centrale Européenne. Or, c'est la Banque Centrale Européenne qui gère l'euro. Donc, in fine, on pourrait se dire que grâce à une institution, la Banque Centrale Européenne, on a réussi à faire que la zone euro existe encore aujourd'hui. Alors, on se pose la question de savoir si elle existera après-demain, mais elle existe encore aujourd'hui. Donc, cette institution ayant fonctionné, l'euro ayant jusqu'à un certain point fonctionné, moi, la proposition que je ferais pour sortir cette Union européenne de la crise, c'est de généraliser l'euro à l'ensemble de ses États membres, sauf un. Nous sommes désormais peu ou prou 27 États membres. Je vais donc négliger mon collègue Olaf, qui est pourtant bien sympathique, mais son pays a décidé de sortir. Donc nous sommes 27 États membres, et parmi ces 27, 26 sont supposés avoir l'euro comme monnaie unique, parce que ça figure dans le traité. Un seul de ces pays, le Danemark, a une clause d'exemption. C'est la raison pour laquelle peut-être ce pays n'aura-t-il jamais l'euro. Mais pour les autres, pour les 6 autres qui aujourd'hui ne l'ont pas, les 7 autres même qui ne l'ont pas aujourd'hui, eh bien il devrait y avoir une accélération du processus d'adoption de l'euro. Alors l'euro, pour l'avoir, il faut avoir respecté les fameux critères de Maastricht. 5 critères qui n'ont juste pas fonctionné du tout. Donc, allez dire à un pays aujourd'hui, ayez l'euro, même si vous ne respectez pas des critères qui de toute façon n'ont pas fonctionné, je pense que ce serait une bonne option pour l'avenir. On aurait une zone euro beaucoup plus large, puisqu'on aurait une Union européenne qui partagerait la même monnaie à un pays près, c'est-à-dire le Danemark. Ça ferait que l'euro aurait beaucoup plus de bénéfices qu'il est supposé avoir aujourd'hui, parce que plus grand est le marché, plus grandes sont les économies d'échelle, plus grande est l'efficacité de cette situation, de cette zone, et plus grande serait l'attractivité de notre territoire pour les investissements directs à l'étranger. Voilà, c'est la proposition que j'avais envie de porter aujourd'hui. Merci. D'accord, qui n'est pas tout à fait la croissance soutenable, mais bon, vous avez fait comme M. Sigmar Gabriel, qui a parlé d'économie quand il a été ministre des Affaires étrangères. Voilà, mais c'était soutenable quand même. C'est vrai. Je passe la parole à M. Goldstein, qui va nous parler politique industrielle. Merci beaucoup de cette invitation. Mes enfants vont à Racine et Carnot, donc ce n'est pas à mon lycée, mais je suis très content d'être à Turgot. Je voulais vous porter 3 exemples du potentiel de la politique industrielle, ou plutôt de la coopération industrielle à l'échelle européenne, que ce soit en politique industrielle entre gouvernements ou avec des éléments politiques et publics, ou que ce soit juste de ressort du secteur privé, qui, à mon avis, vous montre qu'il y a un potentiel énorme à réaliser et duquel on peut partir pour reconstruire les projets d'avenir et relever les défis, pas seulement pour la France, comme c'est mentionné ici, mais pour l'Europe, bien sûr. Alors, premier exemple très récent, ce sont 3 exemples très récents. Premier exemple, c'est le rachat d'Opel de la part de PSA. Alors, c'est un exemple à la fois parce que ça porte sur la concentration des secteurs qui reste un secteur majeur de l'économie européenne et de l'économie mondiale, et qui porte sur la création d'un champion européen, mais qui a l'ambition, bien sûr,
jouer dans la cour de l'industrie globale. C'est un exemple aussi de politique industrielle dans le sens que, comme vous le savez, l'État français possède 13% de l'entreprise. Et c'est un exemple justement de cet État stratège, pas peut-être l'État stratège dont on a entendu parler lundi, mais l'État stratège qui est prôné parmi les autres par Philippe Aghion et qui, à mon avis, peut jouer un rôle majeur, même si je vais revenir sur cela. Deuxième exemple très récent, c'est le lancement de Galileo, le système de GPS européen. Alors, c'est un exemple à la fois par le niveau d'ambition, parce qu'on parle d'un secteur d'abord qui pèse pour 10%, donc le secteur qui va dépendre de géopositionnement qui pèse selon la Commission européenne pour 10% du PIB européen, mais qui va peser pour 30%, donc autour lequel c'est important d'avoir des compétences, des technologies en autonomie européenne. C'est un projet de 13 milliards d'euros, donc c'est un projet majeur qui est financé, donc justement ça revient au point soulevé par Jérôme de l'investissement public. Et aussi c'est un projet intéressant parce qu'il y a aussi des défis énormes en termes de gouvernance, de rôle respectif de la Commission, de l'Agence européenne pour l'espace. Et bien sûr, ce sont des défis majeurs qui ont porté aussi, parmi les autres choses, un retard de 6 ans dans le projet. Donc il y a aussi à garder en tête qu'il y a des défis majeurs en termes de gouvernance. Troisième exemple, c'est l'exemple de Fincantieri qui est de rachat annoncé au mois de STX France. C'est un exemple très intéressant de la création d'un champion global à l'échelle européenne, mais qui va détenir une position de leadership au niveau mondial dans un secteur dans lequel, parce qu'on parle toujours de tous les secteurs que l'Europe a perdus, le secteur des navires et des paquebots, c'est un secteur dans lequel l'Europe domine, dans lequel les Chinois, les Coréens, les Japonais ont vraiment du mal à tenir le pas. Alors c'est vraiment une optimisation de la chaîne. L'intérêt de Fincantieri qui a la technologie, c'est de pouvoir utiliser les usines et les chantiers de Saint-Nazaire qui sont beaucoup plus grands. Alors là, par contre, il faut faire attention parce que l'État stratège peut être stratège quand ça l'intéresse, peut être un peu moins stratège quand ça l'intéresse visiblement moins. Vous savez que l'État français a posé, continue à poser un peu de problèmes aux Italiens pour cette opération. Alors la motivation affichée, c'est qu'il y a les Chinois qui pourraient s'emparer de la technologie de Saint-Nazaire. C'est intéressant de relever que dans PSA, il y a Dongfeng. Donc quand les Chinois il y a des Chinois qui sont bons et des Chinois qui sont mauvais, même si ce sont les mêmes Chinois, parce qu'on parle toujours d'entreprises publiques. Donc il y a aussi un élément de pragmatisme. Alors comment relever ces défis? À mon avis, il faut partir tout simplement du rapport Cecchini. Je m'excuse si je mentionne, de toute façon, Mario Draghi était déjà mentionné, Romano Prodi a un article aujourd'hui, une interview dans Le Figaro. Je m'excuse si je mentionne un troisième italien, mais le rapport Cecchini de 1986 avait tous les éléments, pas parce que c'était Cecchini, mais parce qu'il y avait tous les éléments pour réaliser le marché unique, et c'est de partir du marché unique qu'on peut aboutir. Et or, le défi énorme pour l'Europe, c'est bien sûr de construire un marché unique dans le numérique, et je crois que sur cela, c'est peut-être la responsabilité ou l'enjeu majeur de la macronomie, ça va être, si jamais il est élu, de faire pour l'Europe du numérique, visiblement ce qu'il faut faire et donner en relance à cette construction de la politique européenne, industrielle européenne dans le numérique. Donc, vous voyez, le panel est très très large et nous finissons par 2 interventions sur l'euro. D'abord, M. Pastré qui va nous expliquer un petit peu où on en est et ce qu'on peut faire pour protéger l'euro la zone euro d'une nouvelle crise. Et ensuite, Agnès Benassi-Kéré nous expliquera ce qui pourrait arriver si on arrêtait tout. 4 points, en 30 secondes chacun, comme ça je tiens les délais. Premier point, au début était le chaos. Au début, c'est le traité de Nice, qui est la plus grande connerie diplomatique de l'histoire de l'humanité, puisqu'on a décidé d'élargir l'Europe sans la conforter, sans l'approfondir, sans commencer par l'approfondir. C'est-à-dire qu'on a pris un avion, on a agrandi les ailes et on n'a pas changé le moteur. Et à partir de là, on est forcément dans une situation qui est très difficile à gérer. Deuxième élément sur ce chaos, on a nommé Barroso. Alors, j'ai rien contre Barroso, c'est un bon père, un bon mari, sûrement, etc. Mais franchement, non seulement on a fait un avion avec des grandes ailes et un petit moteur, mais en plus, on a mis un pilote qui n'avait pas les diplômes. Ça complique quand même l'exercice. Alors, Juncker est un peu moins pire, mais enfin, il y a un vrai problème de pilotage de l'avion et c'est pour ça que je dis au début était le chaos. Par rapport à ce chaos initial, on n'a fait que des progrès
crise grecque. Agnès doit partager ce record, enfin on doit être sur la ligne de départ de ce record. J'ai dû faire 643 émissions que personne n'écoute, personne ne regarde, hein, c'est pas le sujet, dans lequel on me disait mais qu'est-ce qui va se passer si la Grèce sort? Je disais la Grèce ne va pas sortir. On me disait bon d'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe si la Grèce sort? C'était des grands moments de solitude. La Grèce n'est pas sortie et l'Europe a fait ce qu'il fallait pour qu'elle ne sorte pas. Donc c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le Brexit. Bon, les Anglais, ils veulent pas. J'adore les Anglais, j'adore l'Angleterre, j'adore tout ce que vous voulez. Ils veulent pas avoir les mêmes règles. Ils veulent leur money back. Bon, ben voilà, ils ont leur money back. Et on va jouer, entre guillemets, à 27, ce qui est déjà en soi relativement compliqué. Troisième bonne nouvelle, l'union bancaire, dont on parle peu, c'est pas très marrant comme sujet, mais c'est très important comme problématique. C'est la preuve que si, et je vais y revenir tout de suite, si on travaille secteur par secteur, je pense que l'Europe peut avancer. C'est à ça que je voulais venir. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Deux choses, qui sont d'une banalité affligeante. Un, il faut une Europe à deux vitesses. Je veux dire, moi, je ne peux pas décider avec les Hongrois. Je n'y peux rien, c'est très personnel, mais je veux dire, moi, je veux construire l'Europe, moi la France, hein, je suis à l'origine, et à un moment ou à un autre, il faut quand même que ceux qui sont à l'origine et qui veulent vraiment construire l'Europe aient une configuration décisionnelle adaptée. Deuxièmement, vive les secteurs. Il y a un exemple, et on est bien placé pour en parler, de réussite européenne incontestable, c'est Erasmus. Erasmus, c'était une idée de génie, ça a mis sûrement 15 ans, parce que tout met 15 ans à se mettre en place, mais ça se met en place, et moi je le vois avec mes étudiants, c'est un truc absolument fabuleux. Bon, on a fait Erasmus, je pense qu'il y a une Europe de l'énergie à créer, il y a une Europe des transports à créer, ces deux activités dans lesquelles je pense qu'on doit pouvoir progresser. Dernier mot sur Le Pen, déconnez pas les mecs, hein, si on continue comme ça, on va se les taper. Et donc, c'est une vraie responsabilité dans les semaines qui viennent de faire en sorte qu'on n'arrive pas à cette issue fatale. Et dans ce domaine-là, je m'adresse aux jeunes citoyens. Il y en a quand même un certain nombre dans la salle, et c'est tant mieux. Prenez le micro, c'est pas forcément celui-là, mais parlez autour de vous. Et il y a un seul argument à opposer à Madame Le Pen, et finalement les journalistes ne l'opposent pas tant que ça, qui est de lui dire, mais attendez, si la France sort de l'euro, qui est-ce qui sera pénalisé? En premier et avant tout, ses électeurs. Et ça, c'est un mensonge initial du Front National. Et je trouve que les économistes et les politiques dans ce domaine-là et les jeunes devraient plus prendre la parole, essayer de convaincre ceux qu'ils connaissent qui ont des tentations, pour expliquer que la sortie de l'Europe, c'est encore une fois les plus faibles qui en souffriront. Voilà. C'est un peu ce qui arrive aux États-Unis avec la réforme du système de santé, et Trump est en train de punir ses électeurs. Mais bon, en tout cas, ce que vous proposiez, qu'on se penche sur et si Le Pen arrivait à imposer son système, d'abord on le fait un petit peu, nous les journalistes, et Agnès se propose de le faire. Donc en fait, vous prenez le gros avion avec ses grandes ailes et vous lui enlevez le moteur, c'est ça? Voilà, donc moi mon travail ici c'est d'écrire le crash. Mais en fait, c'est pas ça que je vais faire. Je pense que la discussion sur euro, pas euro, et si on arrêtait tout, je pense qu'il faut l'analyser froidement, c'est pas un tabou, et on a le droit de se poser la question. Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect de transition que je ne traiterai pas, mais qui pose de redoutables problèmes, avec un certain nombre de choses fausses qui sont dites. Et en tout cas, la transition qui est en fait une transition qui durerait vraisemblablement une dizaine d'années. Donc, on parle d'une transition quand même assez substantielle. Si on a quelques exemples dans le monde sur lesquels on peut se reposer. Donc, je vais plutôt parler des arbitrages que ça signifie. Il y a 3 arbitrages qu'il faut avoir en tête. Et si on est pour arrêter tout, il faut assumer ces 3 arbitrages. Le premier, naturellement, c'est entre compétitivité et pouvoir d'achat. Donc, effectivement, la France est en déficit extérieur et a un problème de compétitivité. Donc, probablement, en moyenne, vis-à-vis de ses partenaires, si la France retrouvait une monnaie indépendante, cette monnaie, en moyenne, se déprécierait. Et donc, il y aura un gain de compétitivité pris à court terme, à condition, évidemment, que les salaires ne rattrapent pas. Vous savez que les produits importés, c'est un quart de la valeur des produits exportés.
Donc quand les entreprises françaises s'échinent à exporter 1 euro, en fait il y a 25 centimes déjà de produits importés, donc déjà ça échappe. Enfin, on n'est pas aujourd'hui dans les années 70, et donc une dévaluation aujourd'hui n'a pas le même impact que dans les années 70 en raison justement de cette fragmentation des chaînes de valeur. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête aussi sur cette histoire de dévaluation, c'est que, premièrement, on ne peut pas la contrôler. C'est le marché, le grand méchant marché qui fixerait la valeur du franc. Et puis il y a un travail intéressant qui a été fait par le CEPI récemment qui montre qu'il y aurait des gros effets de redistribution entre les secteurs et que notamment l'agriculture française serait perdante au profit du tourisme. Pourquoi ? Parce que si la France sort de l'euro, probablement il n'y aura plus d'euros. Et donc, d'évaluer le franc par rapport à qui ? Tout le monde a en tête l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne en Europe, et il y a l'Italie et l'Espagne, qui probablement auraient une monnaie plus faible que nous. Or, ce sont nos gros concurrents pour l'agriculture, et donc l'agriculture française souffrirait. Par contre, les Européens du Nord, qui viennent en masse en France pour le tourisme, gagneraient en pouvoir d'achat, puisque leur monnaie s'apprécierait. C'est un scénario possible. Alors ça, c'est l'aspect compétitivité. Mais il faut bien avoir en tête qu'à productivité constante, s'il y a plus de compétitivité, il y a moins de pouvoir d'achat. Ça, c'est l'équation, on ne peut pas y échapper. Donc, c'est ce que omettent de dire les partis pro-fin de l'euro, c'est que si on gagne en compétitivité, c'est que forcément, c'est comme une baisse de salaire. Une dévaluation, c'est une baisse de salaire. C'est déguisé, un peu, pas tout à fait assumé, mais c'est une baisse de pouvoir d'achat. Et pour donner des ordres de grandeur, si on arrivait à dévaluer de 20% par rapport à tout le monde, ou enfin en moyenne par rapport aux partenaires, ça ferait une hausse des prix de 5%. Alors vous dites 5%, bon, c'est pas énorme. Ça fait quand même 900 € de consommation en moins par personne et par an. Donc une famille de 4, c'est quand même 3 600 €. Donc quand même, ça se regarde. Enfin, quand on dit on va favoriser la compétitivité au détriment du pouvoir d'achat, 3 600 € pour une famille, c'est quand même pas zéro. Et évidemment, cette dévaluation s'applique également non seulement aux revenus, mais également à l'épargne accumulée. Les livrets A, leur pouvoir d'achat diminuerait d'autant. Donc ça, c'est proportionnel à tout. Et comme il a été dit, évidemment, les personnes qui souffriraient le plus de ça, ce sont les ménages modestes, dont la consommation est une part plus importante dans le revenu et qui n'ont pas les possibilités de protéger leur épargne par différents moyens. Deuxième question d'arbitrage, c'est la souveraineté, l'idée de souveraineté. Récupérer une souveraineté monétaire. Formidable, sauf que, en fait, il faut quand même voir qu'est-ce qui a marqué derrière souveraineté monétaire. Une monnaie indépendante, c'est une monnaie qui est toute seule dans le monde violent de la spéculation et de la guerre des monnaies. Donc, on a créé l'Union européenne pour la paix, on a eu la paix commerciale, on a la paix monétaire, on n'a pas encore la paix fiscale et la paix sociale, mais là, c'est un peu un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on accepte la guerre monétaire et l'instabilité des taux de change, ou alors on retourne au système monétaire européen, on a vu qu'il a échoué, donc je ne vois pas tellement l'intérêt de faire ça. Et enfin, dernier point, parce que certains proposent de quitter l'euro pour aussi que la Banque centrale puisse financer le gouvernement. Donc une banque centrale qui ne serait plus indépendante du gouvernement, qui pourrait la financer. Et c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la Banque de France finance de facto le gouvernement. La Banque de France achète massivement des obligations, des titres de dette publique, mais c'est sa décision par rapport à son objectif de maintenir stable le pouvoir d'achat. Et là, il s'agirait plutôt qu'elle soit aux ordres du gouvernement. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, les économistes, c'est par hasard, appellent l'inflation une taxe. C'est une taxe inflationniste, c'est une taxe sur le pouvoir d'achat. Et en fait, c'est distribuer le pouvoir d'achat différemment entre le secteur public et privé. C'est-à-dire que le public se finance, effectivement, en faisant marcher la planche à billets, mais c'est du pouvoir d'achat qui est retiré par l'inflation, qui est retiré du secteur privé. Et donc c'est un déplacement de la demande du secteur privé vers le secteur public. Alors on peut vouloir une économie nationalisée, mais c'est quand même, ça revient un peu à ça. Voilà. Donc je voulais juste pour finir mentionner que aux États-Unis, l'unification monétaire ne s'est pas faite en un jour. Il y a eu des ratés. Et je vous invite à regarder l'histoire monétaire américaine, c'est assez intéressant. Il y a eu des ratés, il y a eu des conflits qui ressemblent étonnamment à ceux qu'on a en Europe. Et donc il y a eu plusieurs essais. Et je suis d'accord avec Olivier, depuis la crise, il y a eu quand même un certain nombre de progrès. C'est pas fini, mais il y a quand même un certain nombre de progrès. Merci. Alors, je dois tous vous féliciter parce que j'ai jamais eu autant d'experts autour d'une table ronde et des experts aussi disciplinés. C'est formidable. Donc,
Ce qui nous va donc nous laisser de la place aux questions et aux échanges. Alors, je voulais quand même savoir si, entre vous, vous aviez envie de faire des commentaires brefs sur ce que vous... Parce que vous étiez tous capables de réagir à tous les thèmes, mais si vous aviez des remarques ou des compléments d'analyse à apporter à ce que vos camarades ont pu dire. Pervenche. Moi, deux petits compléments par rapport à ce qu'on a mis sur la table là. Qui englobe beaucoup, hein, qui sont que des petites touches pour réenchanter le rêve européen, qui est quand même le grand défi des responsables politiques qui gouverneront ce pays au lendemain des élections. Mais dans les petites touches, deux choses. La première, c'est quand même, je pense que la question du départ du Royaume-Uni, j'étais contre. Je le déplore parce que la démocratie britannique, c'est un rempart contre beaucoup de choses, hein. Même si parfois ça conduit à des décisions qui ne sont pas celles que nous aurions souhaitées. Mais ça change la donne dans un débat très important qui est la question du marché intérieur. Parce que si vous écoutez David Cameron, il ne parlait jamais de l'Union européenne, il parlait que du marché intérieur. Et nous, la question du marché intérieur, ça a été très important pendant très longtemps, pour construire, pour aller de manière ambiguë, petit à petit, vers cette union politique dans laquelle nous ne sommes toujours pas. Et sur ce chemin, finalement, nous avons rencontré l'euro. Et aujourd'hui, la question de l'euro, pour moi, l'emporte sur la question du marché intérieur. Je ne veux pas renoncer au marché intérieur, loin de nous mettre... Comprenez-moi bien, mais je pense qu'il faut repenser la question du marché intérieur par rapport à ça. Et la deuxième chose que sans doute Olivier aurait pu mentionner dans ses grands succès, je pensais que c'était ça qu'ils allaient mentionner, parce qu'en plus ça permettait de refaire la passerelle avec la question de la politique industrielle, c'est le grand succès européen, qui est un grand succès français, qui est la COP21. Et quand on regarde pour demain, c'est quand même notre plus grand effet de levier pour reconstruire un modèle de développement qui soit au service de l'homme et de la femme. Mais c'est vrai qu'on a un peu, on aurait rogné sur l'autre table ronde, mais c'est vrai que c'est des coupures un peu artificielles. Hein. Moi, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est Le Pen. Le Pen. Tu sais, la dame là. Non, mais justement, je voulais vous demander à tous quel était, selon vous, le candidat le plus apte à réenchanter l'Europe, comme dit Pervenche Berès. Mais moi, je m'en fous. Chacun fait comme il veut. Excusez-moi de poser des questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas Marine Le Pen. Voilà, point. Et j'en rajoute une couche par rapport à ce qu'a dit Agnès. On peut ne pas être d'accord avec moi. Hein, mais je ne vous le suggère pas. Je voudrais en rajouter une couche par rapport à ce qu'a dit Agnès. Le problème d'une dévaluation, et de son impact, c'est la composition de la consommation. Or, les électeurs de Madame Le Pen, beaucoup de catégories défavorisées, consomment plus que les autres catégories et consomment plus de produits importés. Donc, ils vont en prendre plein la figure. Voilà, j'essaie d'ajouter des arguments, encore une fois, pour les jeunes qui doivent se bagarrer un petit peu. Deuxième remarque, il y a un vrai sujet sur l'avenir, qu'on va évidemment pas trancher aujourd'hui, qui est comment éviter la divergence des situations économiques. Au départ, l'idée de l'Europe, c'était aussi de créer des convergences. Et, contrairement à ce que disent certains, il y a eu des périodes de convergence incontestables. Aujourd'hui, on est plutôt dans une période de divergence, et là, il y a un vrai sujet majeur qui focalise le débat, un sur le fiscal, deux sur le social, pas seulement, mais notamment là-dessus. Et là, ceux qui ont des réponses simples, à mon avis, sont dans le meilleur des cas débiles. Alors, on élargit encore plus le débat, qui donnera l'occasion d'encore plus de questions. Est-ce que vous voulez rajouter ? Juste pour dire que je suis d'accord avec Pervenche Berès qu'au fond du fond, finalement, la question revient à se demander si on a envie d'être un petit pays ou un grand pays. Est-ce qu'on a envie d'être un grand pays pour négocier des accords commerciaux plus équilibrés, ou on pense que tout seul, on va y arriver à faire des accords mérifiques ? Est-ce qu'on a envie d'être un grand pays
peser dans la régulation mondiale, régulation financière, régulation sociale, développement, climatique. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de schizophrénie en France où à la fois on aime bien réguler, on adore la régulation, et en même temps on aimerait bien être tout seul. Et donc là, ça passe pas. Ou alors il faudrait un changement démographique majeur, se mettre à avoir 5 enfants dans toutes les familles, parce que là, on va devenir vraiment un petit pays. Et donc la question, c'est vraiment, est-ce qu'on s'allie avec d'autres pour récupérer une souveraineté? Et ça se décline dans plein de domaines. Hein. J'ai parlé du domaine monétaire, mais ça se décline dans plein de domaines. Il y a un autre aspect là, strictement monétaire. Ce qui est aussi très curieux en France, c'est qu'en fait, la France est probablement le pays d'Europe qui a le plus bénéficié de la monnaie unique, avec un taux d'intérêt extrêmement faible et une politique monétaire qui correspond exactement aux besoins de l'économie française, parce que la France est un pays médian. D'abord, c'est 20% du PIB de la zone euro, donc forcément, ça influence la politique monétaire de la zone euro. Et quand on regarde l'évolution de la politique monétaire, elle correspond exactement à ce qu'une banque de France indépendante aurait fait. Et donc on ne voit pas tellement l'utilité de changer par rapport à ça, parce que je vous rappelle qu'avant l'euro, c'était le système monétaire européen, ou la politique monétaire française, c'était la politique monétaire allemande. Donc en termes de souveraineté, je pense qu'on a plutôt gagné. Et alors quant à un retour au change flottant, je pense que c'est intéressant d'en parler. La France n'a jamais connu le régime de change flottant. Donc c'est vraiment le saut dans l'inconnu, puisqu'on a eu le talon or, le talon dollar or, le système monétaire européen et l'euro. Et donc, flottant, voilà, c'est la politique fiction. Peut-être une question à nos deux experts étrangers. Est-ce que le ton de la table ronde, vu de chez vous, vous surprend? Non. Et si je peux être un peu, comme on dit, provocateur, juste parce que tu m'avais demandé d'être provocateur et j'aime bien faire comme je suis dit. Je pense qu'un des éléments qui est vraiment difficile dans ce débat, c'est qu'on parle des solutions pour l'Europe, et surtout pour l'Union européenne. Mais beaucoup des défis qui englobent dans cette problématique ne sont pas limités aux frontières européennes. C'est une crise de l'Occident. La montée des extrêmes, c'est en Norvège aussi. Je ne vais pas dire quelque chose sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce que j'aime bien garder mon poste si possible. Surtout parce que je pense qu'il y a une vidéo là. Mais il y a beaucoup qui est difficile, qui n'est pas lié à l'Union européenne. Donc, si on, comme on dit, se limite à un débat qui est comment on va changer les règles de vote dans le Conseil, qui va élire les députés européens, est-ce qu'on va ajouter notre liste à tac, ce qu'on a fait pendant 40 ans. On ne va pas faire rêver les gens. Donc je pense que ça, j'ai pas la solution, c'est pour ça que j'ai parlé longuement de la problème. Mais je pense qu'il ne faut pas limiter nos solutions à les solutions techniques, économiques, institutionnelles. Moi, je veux rebondir sur ce que dit Olaf, parce que c'est exactement ce qui est en train de se produire en Europe. Parce que si vous avez des problèmes d'endormissement, je vous invite tous à lire le papier blanc, le white paper de M. Juncker, qui est supposé réenchanter l'Europe et qui n'a pas compris quels étaient les enjeux. Les enjeux, c'est de nous faire rêver sur un projet et pas sur une méthode. On nous explique que des questions de méthode, c'est-à-dire on peut faire plus à plus, on peut faire plus à moins, on peut faire autant à moins, autant à plus. On a toutes les possibilités, mais on ne sait pas faire de quoi il est question en fait. Donc on a un grave problème de réenchantement du projet pour aller effectivement vers les questions environnementales. Il y a une transition écologique qu'il nous faut préparer, qu'on ne pourra pas préparer individuellement. Enfin, la France toute seule pour gérer la transition écologique n'aura aucune incidence sur le reste du monde parce que les nuages passent les frontières, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Alors s'il n'y a que l'Europe qui s'en charge, ce sera déjà un peu mieux parce que c'est quand même un grand marché, une grande zone géographique. Donc on a besoin de travailler tous ensemble pour les grands projets de demain, mais il nous faudrait aussi au plus haut niveau des institutions européennes des personnes qui ont des vraies ambitions pour l'Europe et pas simplement des ambitions personnelles. Non, je voulais revenir à la question que vous avez posée sur les candidats. Ça ne vous intéresse pas, bien sûr, de quel est mon candidat idéal, et ça c'est normal. Par contre, je voulais, mais vous devez peut-être entendre
compris. Mais je voulais revenir à un point qu'on avait soulevé dans notre conversation l'autre jour. Il y aurait un candidat idéal, je crois, c'est pas parce que c'est italien, mais parce que c'est évident que c'était un peu l'exemple, le modèle qui avait en tête Emmanuel Valls, c'était Matteo Renzi, donc être lui le Renzi français. Or, c'est intéressant maintenant que Renzi se présente comme le Macron italien. Et il a même enregistré les deux mains in cammino, qui serait l'équivalent de En Marche, sauf que ça ne rime pas avec ses initiales, mais bon, ça c'est un petit problème. Mais par contre, le candidat idéal, le président idéal, ce serait quelqu'un, parce que je crois qu'on a tendance, il y a des études très intéressantes faites aux États-Unis qui démontrent que dans les comtés dans lesquels il y a davantage de Whole Foods, qui serait un peu l'équivalent de Naturalia ou C'est Bon, il y a une tendance très nette à voter pour Trump, pour Hillary Clinton, tandis que dans les comtés où il y a une prédominance d'autres chaînes de low cost, de Lidl ou Aldi, on a voté pour Trump. Alors, le candidat idéal serait un candidat qui soit capable de parler au Naturalia et au Flashy. Et là, c'est un peu le problème. C'est un problème qu'on voit ici, en France, bien sûr, hein, parce que de toute façon, si c'est Macron, il y a beaucoup des qualités, mais c'est sûr que c'est un candidat qui vient d'un certain milieu et qui aura du mal à parler aux Français des zones rurales et des périphéries. Alors, c'est le même problème qui se présente un peu ailleurs. Et l'idéal pour l'Europe, c'est d'avoir des candidats et des présidents et des décideurs qui soient capables d'avoir à la fois les compétences requises, parce que c'est difficile. Le populisme, c'est justement l'idée qu'il y a des solutions simples pour des problèmes qui sont par leur nature très complexes. Donc, ce n'est pas simplement le populisme en soi. Le populisme, c'est quelque chose de très défini. Alors, il faut trouver quelqu'un qui soit capable d'expliquer qu'il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes, mais en même temps, soit capable d'écouter et d'entendre. Alors, on ne voit pas énormément de ces candidats, je crois, malheureusement. Il y a un sociologue, psychologue allemand qui remue un peu les Allemands et qui disait qu'il faut que les politiques arrêtent d'être véganes et de faire du vélo, et en exigeant que les Allemands moyens ne disent plus qu'ils aiment la viande, les grosses bagnoles et profiter de la vie en prenant des calories et des kilos. Donc, peut-être, avant de passer la parole à la salle, vraiment un mot chacun, si vous en avez envie. Qu'est-ce qui pourrait faire rêver les jeunes européens? Une mesure concrète qui leur donne envie d'Europe? Bon, moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je me demanderais pourquoi on est en train de faire l'union des marchés de capitaux et on n'a pas fait l'union de l'emploi. Pourquoi on ne fait pas l'union pour l'emploi? Pour donner des vraies perspectives. Vous savez que les diplômes, théoriquement, sont reconnus dans les autres pays, mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc, faire en sorte que les diplômes soient opposables dans toute l'Union européenne, que la protection sociale soit réellement portable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et réellement neutre par rapport à la localisation, et qu'il y ait une vraie protection sociale portable d'un pays à l'autre. Je crois que pour les jeunes, en plus de l'Erasmus qui a été rappelé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de chantiers qu'on peut lancer dans cette direction et qui auraient une vraie signification pour les individus. Parce que l'union des marchés de capitaux, je pense que c'est très utile, c'est très important, on a eu raison de le faire, mais ça reste quand même un peu abstrait pour les individus. Oui, notre idée je partage complètement l'avis de Inès. Je dirais aussi notre projet qui pourrait faire rêver les Européens, au moins me faire rêver, c'est d'avoir un siège européen au Conseil de sécurité de l'ONU, et ça veut dire européiser, je ne sais pas si on peut dire européiser, le siège de la France, parce que la France maintenant reste comme le seul pays de l'Union européenne à avoir un siège permanent. Ça me permettrait de... Ça me ferait. Vous avez quand même des rêves marrants. Hein. Putain, entre l'union des marchés de capitaux et le siège, c'est quand même... voilà, moi, ça ne me fait pas rêver. Il y a un Allemand, pour citer encore un Allemand, qui s'appelle Manfred Weber, qui est le patron des conservateurs au Parlement européen. Alors, on a dit que c'était un gadget qu'il proposait, mais il proposait que chaque jeune Européen de 18 ans ait une carte Interrail gratuite et fasse se balade en Europe en train. Moi, je trouve ça bien. Mais bon, il s'est fait un peu tacler parce qu'on a dit qu'il était démago, hein, c'est un peu ça? Peut-être, mais ça serait vraiment bien. Et dans le même genre, si la BEI pouvait faire son boulot, parce que je rappelle que ça s'appelle la Banque européenne d'investissement, hein, pour ceux qui ne l'ont pas noté, et lancer un programme de quelques milliards sur tout le plan Juncker, c'est quand même pas considérable, pour aider à la création d'entreprises par les jeunes, à mon avis, ça pourrait faire rêver quelques-uns.
Bon, alors les jeunes, à vous maintenant, parce qu'on a beaucoup... C'est peut-être Constance qui prend le relais ou... Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, je suis étudiant en mathématiques. Je m'appelle François. Et j'ai une question un peu bateau en fait, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que, alors ce que vous venez de dire, en fait, c'est vrai que parce que je suis venu aussi hier aux autres conférences et... On vous entend pas très bien, pardon. C'est vrai que je suis venu hier sur d'autres conférences où on parlait de l'Europe et c'est vrai que tout le monde, de ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que c'est vrai que tous les États et tous les experts s'accordent pour dire que en fait, il faut faire une Europe unie. Mais en même temps, j'ai l'impression, par exemple, vous avez cité l'exemple des marchés des capitaux, c'est-à-dire tout le monde est d'accord. Il y a certaines actions faites et en même temps, dans l'intérieur, on voit qu'il y a d'autres actions qui ne sont pas effectuées. J'aimerais comprendre en fait pourquoi tout le monde est d'accord sur le projet, mais qu'au final, dans les fondations, en fait, il y a des choses qui se font pas en fait. Il y a plein de bonnes intentions et pas d'action, c'est ça que vous dites? Il y a des actions aussi, parce que, comme elle l'a dit, il y a les marchés des capitaux qui sont unis, mais en même temps, vous avez pris l'exemple des diplômes. Du coup, pourquoi ils font pas non plus pourquoi ils ne sont pas cohérents, du coup? Voilà, c'est ça que je comprends. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est prendre 3 questions et puis demander après nos experts de répondre. Il y avait un jeune homme là qui avait levé la main juste devant. François, non? Pardon, oui. Non, j'ai mal vu. Alors, je vous remercie, messieurs, mesdames, pour vos explications. Ce que j'ai entendu... Qui êtes-vous, pardon? Je m'appelle Chantal Pinkowski. Et ce que j'ai entendu, c'est quelques arguments pour exposer à monsieur qui provient de l'ambassade du Royaume-Uni quels sont les projets porteurs actuels de l'Europe, quels sont les projets à côté desquels il pourrait passer. Alors je me pose la question... parce que je ne suis plus toute jeune, mais si j'étais jeune aujourd'hui, je me dirais, s'il y a une Europe, j'aimerais bien que tous les pays européens aient des intérêts à y adhérer. Et comme la France est le pays qui a le plus profité de l'Europe, eh bien qu'elle fasse profiter de l'Europe, qu'elle donne envie à tous les autres pays à rester dans l'Europe. Alors qu'est-ce qui est fait pour ça, notamment pour nos amis anglais? Donc c'est comment... Enfin, je dis nos amis parce que j'ai un enfant qui travaille en Angleterre, donc je les considère comme des amis. Et deuxièmement, c'est ce discours-là que j'aimerais bien entendre. C'est comment leur donner envie de revenir en fait, ou de ne pas partir? De ne pas partir, et comment faire si jamais ils découvraient par hasard qu'en partant, ils perdent quelque chose, comment ils pourraient faire pour revenir, enfin de leur donner toutes les choses qui permettent aux Anglais de finalement être satisfaits. Merci. Une troisième question, monsieur? Bonjour, Patrick Cerruti, je travaille sur les affaires de coopération internationale et développement économique. Et je pense que pour répondre à votre question, madame, une possibilité de motiver la jeunesse aujourd'hui pour aller dans le développement, c'est précisément la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU 2015-2030, qui vont suite à ceux des objectifs du développement du millénaire 2000-2015. Pour cela, il faut du financement très important. Et ma question s'intéresse l'ambassadeur, enfin le conseiller à l'ambassade du Royaume-Uni. Dans les flux d'aide publique au développement, le Royaume-Uni fait partie des meilleurs contributeurs du cadre de l'OCDE. Vous êtes 6 à avoir atteint non seulement la norme des Nations Unies, mais aussi à l'avoir largement dépassé. Alors l'une des questions qui m'inquiète et qui intéresse le monde en développement, et qui inquiète le monde en développement, c'est que va-t-il se passer avec le Brexit concernant vos contributions bilatérales au financement du développement et aussi au financement des ODD. Donc on va commencer par répondre à ces 3 questions. J'ai vu que d'autres mains étaient levées. Royaume-Uni très sollicité. Merci beaucoup Sabine et merci pour les questions. Pour le plus facile, tout de suite, donc sur l'aide de développement, on va garder nos dépenses à un niveau prévu.
Donc, y compris surtout d'arriver à l'objectif de 0,7% ou de continuer, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant de dépenser cet argent. Bien sûr, il y a les questions techniques qui vont poursuivre. Donc, avec quelle organisation, qu'est-ce que ça veut dire pour les contributions actuelles du budget européen. Mais ça, c'est pour les négociations à venir. Mais ce qui est important, c'est qu'on va dépenser le même argent ou même davantage. C'est ce que les Européens ou les États, les 27 États peuvent faire pour faire revenir le Royaume-Uni. Je pense que si j'essaie de vraiment répondre à la question, je vais être crié dessus par presque toute la salle, donc je ne vais pas le dire. Mais non, plus sérieusement, je pense qu'il y a une question vraiment de la démocratie là-dedans. Parce que moi, comme tout le gouvernement, mais moi en tant qu'individu aussi, j'avais passé 3 ans en essayant de gagner cet référendum. Mais on n'a pas dû. Et donc, on veut dire, il y a beaucoup de mes amis à Londres qui veulent dire, OK, aujourd'hui, maintenant, comment on va faire pour changer le résultat, pour convaincre les gens de changer leur avis. Mais dans et y compris certains gens dans le système de gouvernement. Mais en faisant ça, on dit quoi pour notre vision de la démocratie? On dit en fait, on va vous poser les questions jusqu'à vous êtes d'accord avec nous. C'est pas moi qui l'a dit, mais on peut faire une comparaison avec le nom de 2005 et le traité de Lisbonne qui donne au Front National une arme contre les élites tout le temps. Donc, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité de nous de respecter cet résultat malgré nos opinions personnelles. Et c'est là, comme on dit, c'est là que, comme j'ai dit, il faut sauter par le haut. Il faut assumer ses responsabilités. Et ça me fait penser d'un troisième aspect qui répond globalement à toutes ces questions et à ta question, Sabine, juste avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rêver les jeunes? Je ne vais pas vous donner une mesure spécifique parce que je pense que cette idée de la carte Interrail, c'est une bonne idée. Moi, j'avais fait ça à 17 ans. C'était une des meilleures expériences de ma vie. Mais je ne sais pas si c'est ça qui va changer le don. Mais ce que je pense est vrai, si on veut regarder d'une manière positive ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a des choix. Vous, en tant que jeune Français, vous avez un choix dans un mois et quelques. J'ai vu un député la semaine dernière qui m'avait dit, dans tout ça, dans votre débat, dans le vote ici, dans ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs, ce qu'on voit, c'est le retour de la politique. On a passé 30 ans dans une politique, démocratie un peu managériale. Vous choisissez entre les choix qui ne sont pas vraiment différents. Et maintenant, il y a des choix. Donc, pour les jeunes, il y a des combats dans ces choix. Et je pense que les jeunes sont à l'extérieur en réclamant l'entrée. Je pense que dans cette réalité de la politique et des choix, on peut engager les jeunes. Plus ça qu'avec les nouveaux panneaux et slogans des institutions. Alors, je peux témoigner, pour être allé beaucoup à l'ambassade de Grande-Bretagne au mois de juin, que tous les diplomates étaient absolument sidérés et qu'on avait vraiment le sentiment qu'ils n'avaient pas du tout voté pour le Brexit. Mais bon, après, ils sont diplomates et ils ont un mandat du peuple, comme dit Madame May. Peut-être un mot sur la première question qui est fondamentale. Je pense qu'il y a une doctrine du marché unique qui n'a pas fonctionné et qui nécessite de réfléchir. Le marché unique, pourquoi faire le marché unique? Il y avait l'idée d'apporter de la prospérité, ce qui d'ailleurs a eu lieu. Enfin, on ne le dit pas suffisamment, ça a eu lieu. Enfin, c'est très difficile de le mesurer exactement, mais ça a eu lieu. Simplement, c'est par un processus, c'est donc la hausse de la productivité. Et ce n'est pas toutes les entreprises de l'Union européenne qui voient leur productivité augmenter, mais certaines entreprises peu productives disparaissent et sont remplacées par de nouvelles entreprises plus productives. Et c'est comme ça que la productivité s'élève. Pour ceux qui sont en filière ES, c'est la destruction créatrice, qui est en moyenne positive, mais qui crée des perdants. Et on a dit, les perdants, ça c'est la subsidiarité, et donc c'est au niveau des États. Les États, vous allez qu'à vous occuper de vos perdants.
C'est pas le sujet des Européens. Et là, évidemment, pour les politiques, c'est tellement facile de rejeter la faute sur le niveau européen, donc espèce d'interaction complètement stérile. L'Europe a mis en place un fonds qu'on appelle le Fonds d'adaptation à la mondialisation, qui aurait pu être une réponse européenne, mais qui a été mal ficelé, mal doté et qui finalement sert quasi à rien. Mais il n'est peut-être pas trop tard, notamment qu'aujourd'hui, il est tout petit. C'est uniquement quand une entreprise licencie au moins 100 personnes et qu'on peut prouver que c'est la mondialisation. Bon, voilà, donc c'est quand même... on pourrait imaginer un fonds plus opérationnel qui se préoccupe moins de savoir si les emplois sont perdus à cause de la mondialisation, à cause d'autres choses, notamment le progrès technique, puisque vous savez que la mondialisation, en réalité, c'est fini. C'est ça aussi. Ce qui est très curieux aujourd'hui, c'est que on a l'impression que la politique se centre sur quelque chose qui, pour les économistes, est terminé, qui est la mondialisation. Désormais, le commerce mondial augmente à la même vitesse que le PIB mondial. Donc, voilà, c'est fini. On peut évidemment retourner en arrière. Mais le grand défi d'aujourd'hui, ça n'est pas la mondialisation. Le grand défi d'aujourd'hui, c'est le progrès technique. C'est la transformation à toute allure d'un grand nombre de métiers. Et est-ce qu'on arrivera à suivre le rythme? C'est ça le grand défi. Et voilà. Et donc la question de est-ce que ça doit être uniquement les États qui s'occupent de ça, ou il y a aussi une responsabilité européenne, je pense mérite d'être posée, hein, parce que sinon l'Europe est un peu coincée et se fait attaquer de toutes parts. Pervenche Berès, vous voulez nous parler du Fonds de la mondialisation? Non, si vous m'autorisez, je vais répondre aussi à quelques-unes des questions qui ont été posées. Non, mais le fonds d'ajustement à la mondialisation n'est pas parfait, et ça n'est pas ce grand fonds d'ajustement à la mondialisation dont on aurait pu rêver. Mais comme il est très menacé, parce que souvent il y a des gens qui disent ça ne sert à rien, qu'on s'est battu beaucoup pour le garder, et que là où il intervient, ce qu'il fait, c'est très bien. Parce que dans les entreprises où effectivement on arrive à démontrer qu'il y a eu des pertes d'emplois liées à la fois à la mondialisation et à la crise, il y a des processus d'accompagnement dans la transition, dans la formation de changement de métier des travailleurs qui sont affectés, qui permettent d'avoir des processus qu'on ne retrouve pas avec d'autres modes de financement, y compris de notre bel État-providence. Donc il y a des vertus à ce fonds qui, en plus, est totalement européen et en pilotage européen. Alors, on a plein de bonnes intentions. Merci d'avoir posé cette question parce qu'elle vient en écho total à mon impatience, qui est mais c'est une évidence, tout le monde est d'accord qu'il faut faire ça, et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est un peu ça la première question qui a été posée. Alors, je ne veux pas mettre toute la responsabilité sur les pauvres épaules des États membres dont on continue à avoir tant besoin. Et pourtant, nous n'avons pas créé, à l'échelle européenne, ce démos qui fait qu'on fait société dans un espace public où on se sent appartenir en solidarité au même espace. Et du coup, l'intermédiaire reste quand même les États membres qui arrivent avec leur construction. Et la Commission européenne, que ce soit M. Barroso, dont on s'est finalement heureusement débarrassé, on aurait dû le faire beaucoup plus tôt, mais même Jean-Claude Juncker, ne peut pas arriver avec une proposition qui embrasse la réalité des hier 28, aujourd'hui 27 États membres. Et je vais vous donner deux exemples très significatifs. C'est la question de la lutte contre l'évasion fiscale ou de la lutte contre le terrorisme. Ces deux domaines où, compte tenu des nouvelles technologies, des nouvelles performances, des fraudeurs, des terroristes, le bonne échelle de pertinence, on peut penser que c'est le monde, mais en attendant le monde, l'échelle européenne est manifestement la bonne échelle. Et on l'a vu dans les attentats de Paris, s'il y avait eu une bonne coopération, un bon échange de fichiers, une bonne exploitation des fichiers entre Paris et Bruxelles, il y a des choses qu'on aurait pu éviter. Mais quand vous êtes un État membre, un État, la question de la maîtrise du pouvoir régalien
ça reste quelque chose de fort. Or, quel plus fort symbole du pouvoir régalien que le fichier de vos administrés fiscaux ou de votre fiche de renseignement de police. Et le développement du monde, les défis qui sont devant nous, ça touche exactement à ça. Donc vous voyez la difficulté devant laquelle nous sommes. Et quand après on va les négocier, de savoir comment est-ce qu'on va échanger les fichiers, eh bien, ça patine. Et je vous prends un dernier exemple pour vous dire combien c'est difficile. Quand Jacques Delors, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est quand même bizarre, on l'a déjà évoqué, ça va. Bon alors, bis repetita, c'est pas interdit. Convainc les chefs d'État et de gouvernement de lancer un grand marché. Il y avait à l'époque des comptes, on avait sûrement financé une belle boîte pour dire combien ça allait rapporter. Ça devait rapporter 2 points de croissance si on faisait le marché interne. Les chefs d'État et de gouvernement avaient acheté. Ils étaient d'accord. On allait faire un grand réseau d'infrastructures. Et ensuite, on est allé voir les ministres des Finances. Et les ministres des Finances ont dit « Non, je garde mon argent pour moi ». Donc, que ce soit en termes de financement ou que ce soit en termes de négociation technique, le diable est dans les détails. Et c'est pour ça que pour avancer d'un iota, je vous jure que vous avez besoin d'avoir au Parlement européen autre chose que ce qui a été envoyé comme représentation dans les élections en 2014, où sur 73 députés, vous en avez un tiers qui dégrade l'image de la France, ne contribue pas à ce travail, qui est forcément un travail de moine soldat, où pour arracher un résultat de négociation, il faut y être du matin au soir, avec une obstination que n'ont pas tous les élus de la République, malheureusement. Ben, tout le monde l'a compris, c'est pas la peine de nommer l'ennemi. Sur le Brexit, qu'est-ce qu'il pourrait les satisfaire? Moi, j'ai dit d'entrée de jeu, j'aimerais qu'ils ne partent pas. Mais moi, je me souviens de 2005. Et 2005 n'a pas favorisé la lutte contre l'ennemi. Le Front National, si ma voisine veut absolument que je le nomme. Je vais en parler. Et je pense qu'une fois que le peuple britannique s'est prononcé, il y a 2 réponses possibles. Enfin, non, il y a 2 réponses qu'il faut apporter. La première, il faut que, sans doute, Madame May va mettre sur la table les 3 points qui ont été mentionnés par Olof Palme sur le statut des citoyens, le maintien des liens économiques et la question de la sécurité et de la défense. Mais il faudra que ce soit une négociation équitable. Et je crois que c'est très important que les Européens, à 27, aient rappelé finalement qu'on ne peut pas être dedans et dehors, ça n'existe pas. Et pour la démocratie, je crois que dans les 2 cas, c'est un piège. C'est un piège parce que de sortir, c'est un tout petit peu détricoté, et donc ça nous oblige à nous, les 27, encore plus à réenchanter, à se reprendre nos responsabilités, à être dans cette clarification indispensable, à sortir des ambiguïtés qui ne sont plus créatrices. Mais de dire, les Britanniques ont voté, bon, ils vont revoter, puis c'est pas grave. Mais alors, d'abord, on peut voter pour dire n'importe quoi, comme un défouloir, et puis quand on vote, on n'en paye pas les pots cassés, donc ça n'a pas d'importance. Et la vraie réponse, elle n'est pas là. La vraie réponse, c'est quand même de savoir comment est-ce qu'on fait comme modèle de société. Qu'est-ce qu'on propose? Parce que moi, je vois quand même un grand lien entre le débat que nous avons ici, le débat qui a eu lieu aux Pays-Bas, le débat autour du Brexit ou de la victoire de Donald Trump. Je suis sûre que vous avez regardé la carte de l'électorat en faveur du Brexit. Ça n'est ni Londres, ça n'est pas Gibraltar, ça n'est pas Oxford, ça n'est pas Cambridge. Et l'électorat de Trump, c'est ce qu'on appelle le Iron Belt. Le Iron Belt, c'est la ceinture de l'industrie sidérurgique autour des Grands Lacs, où les taches de Trump sont noires. Hein? Pardon, le Rust Belt, c'est-à-dire la sidérurgie pourrie, rouillée, merci. Et c'est ça la question. Et donc la question, si on laisse
aller un système dans lequel on ne pose pas la question que posent les gens et où on laisse les simplistes, les populistes apporter des réponses simples qui seraient de dire il y a un problème dans l'agriculture, on va supprimer la PAC, il y a un problème de terroristes, on va supprimer Schengen, il y a un problème de chômage, on va supprimer l'euro, eh bien on va dans l'impasse et on fabrique des petits Trump partout. Donc il y a un moment où la question qui est posée, qui est celle à laquelle les Français vont devoir répondre, c'est est-ce que ces idées que beaucoup de Français ont serinées élection après élection, on arrive à se donner les moyens de les imposer dans le débat européen ou pas? La question de la lutte contre l'évasion fiscale, la question de l'harmonisation fiscale, la question de la définition de normes sociales minimum, la question d'accords commerciaux justes. Moi, je suis pour le juste échange. Mais le juste échange, ça ne peut pas être quand demain on va faire un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, de dire « Ah, ben sur les droits de douane, on les enlève parce qu'on est gentil, etc. Mais en matière fiscale, vous faites ce que vous voulez, je ne regarde pas. » Les gens, ils le comprennent, ils le savent qu'on se désarme en faisant ça. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre commerciale, mais il s'agit de faire un juste échange. C'est toutes ces questions-là qui sont posées. Dernier point, sur le réenchantement. Merci aussi, je suis 100% d'accord avec vous. Si j'avais eu le micro la fois d'avant, du coup je la prends là. Pour réenchanter, je ne suis pas très bonne communicante, sinon je serais, bon, j'aurais fait une autre carrière. Mais le réenchantement, c'est quand même de mettre la finance au service du développement durable. Et il y a un moment où là-dessus, bon, on a raté le débat sur la taxation des transactions financières. Il est encore là, il existe encore un peu, mais ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'argent qui circule dans les banques européennes et qu'il n'y en ait pas davantage pour financer des projets. Alors il faut un peu d'argent public, c'est pour ça que le plan Juncker c'est utile quand c'est garanti par le budget de l'Union et la BEI pour servir d'effet de levier. Mais quand même, si on ne se donne pas les moyens de mettre en œuvre ce qu'on a réussi avec la COP21, qui est le -2 de réchauffement climatique, et qu'on ne se débrouille pas pour que nos marchés financiers financent cette transition, alors on ne réenchanteront pas la jeunesse. Et je crois quand même que la jeunesse, elle a parfaitement conscience que c'est le défi qui est demandé. On redonne la parole à la salle. Peut-être Constance, vous avez des questions? Oui, j'ai une question de Twitter. Un utilisateur dit que notre monnaie est incomplète et mériterait de lourdes réformes. Donc pourquoi l'élargir encore à d'autres pays? Et cette question vous est adressée, Jérôme Kriel. D'accord. On va peut-être prendre 2 autres questions pour les 2 messieurs. Ah. Il y avait une question qui était demandée depuis longtemps ici. Merci, bonjour. Voilà, c'est Mickaël, enseignant, bientôt 33 ans. Tout d'abord, très rapidement, je tiens à vous saluer, à vous remercier, et particulièrement Pervenche Bérez. J'avais pu vous rencontrer avec mes élèves il y a 2-3 ans à Bruxelles, et j'ai la chance de repartir là bientôt, mais je vous remercie encore une fois. Et je remercie aussi Agnès Benassi-Kéré, Olivier Pastré. Vous m'avez accompagné pour passer les concours pour être enseignant, et vous m'accompagnez encore lorsque j'écoute France Culture, notamment. Voilà. Et puis Jérôme Kriel, je vous vois aussi de temps en temps sur Alter Ego, l'économie mondiale. Voilà, bon, les choses sont dites. Maintenant, alors, lorsque vous parliez du réenchantement de l'Europe, là, la table ronde que j'ai trouvée très intéressante a peut-être des allures de réquisitoire face au Front National. Excusez-moi, vous pouvez poser la question parce qu'on arrive à la fin et il y a beaucoup de mains levées, pardon. J'ai fait vite, mais entre-temps, sur la question du TAFTA, les citoyens ne voulaient pas forcément, et les parlementaires se sont évertués à le faire passer, et pareil pour le traité de libre-échange avec le Canada. Et dernière chose, s'il faut conseiller les autres personnes pour nourrir un discours face au Front National, eh bien, une chose qu'on peut préciser, c'est que la colère n'est jamais bonne conseillère. Pour ma part, tous les jours, je me prends la tête avec ma copine. Eh bien, c'est pas lorsque je me prends la tête que je décide de la quitter. Non, ce serait peut-être plus à tête reposée. Donc, voilà, c'est la petite blague. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Très bien, merci. Une autre question?
Peut-être deux rapides. Très rapidement, comment le Parlement européen pourrait progressivement neutraliser l'effet lobbying auprès de la Commission? Lobbying. Les perturbateurs endocriniens récemment. Et donc encore une, et ensuite on va avoir une salve de réponses. Ah, madame. Je vous remercie pour cette table ronde, elle est magnifique et surtout du temps que chacun d'entre vous a pris. Madame Berès, il ressort de tout ce que vous nous dites une certitude que chacun, je crois, a dans chacun d'entre nous. Que l'Europe, il faut la refaire. Mais alors, comment? Alors, les réponses brèves à ces questions immenses, un vrai défi. Monsieur, je vous rassure, le TAFTA, à mon avis, il est mort. Hein, et le Parlement européen, on ne l'a pas voté puisqu'il n'existe pas encore. Hein. Quant au CETA, le Parlement européen, il y a eu une majorité pour le voter, mais la délégation socialiste française que je présidais à l'époque a voté contre. Et je pense que le CETA n'est pas encore sorti, n'est pas encore en vigueur. Mais le signal d'alerte est quand même là. Sur les lobbies, merci de poser la question. Le Parlement européen est un aiguillon pour en permanence relancer la Commission. Moi, je pense qu'il y a un moment où éventuellement il faut... le Parlement n'a pas dit ses dernières armes sur la question des perturbateurs endocriniens. Et le meilleur moyen d'armer le Parlement européen contre la Commission, c'est de vous mobiliser. Parce qu'il n'y a pas de meilleure caisse de résonance que quand, dans la société civile, il y a une mobilisation et qui saisit le Parlement européen sur une question comme celle-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles, déjà sous le précédent mandat, le Parlement européen pouvait être au devant de la scène de cette bagarre. Non, mais non, mais c'est une culture anglo-saxonne qui est là, mais moi, j'ai quitté l'administration française il y a plus de 23 ans maintenant, et quand j'y reviens, je me rends compte qu'il y a eu une perméabilité, y compris dans notre pays. Quand je suis partie il y a 23 ans, l'administration était sachante et ne consultait quasiment jamais les partenaires. Et finalement, comme le monde est devenu plus complexe, plus ouvert, plus multilatéral, au bon et au mauvais sens du terme, eh bien, le processus d'élaboration de la norme a changé de nature. Et cette méthode britannique ou anglo-saxonne de consultation avant l'élaboration de la norme, avec la vertu qu'elle a, qui est de prendre en compte la réalité de ce qu'il faut appréhender et des différents intérêts en jeu, donne du pouvoir aux puissants, hein. D'où l'importance d'une puissance de la société civile quand, sur des sujets majeurs comme ça, il faut pouvoir se mobiliser. Madame, comment, d'abord en lisant ce petit ouvrage, non, mais un petit mot quand même qui est dans le comment, il y a la question de la lutte contre le Front National et la montée des nationalismes partout en Europe. Ça n'excuse pas tout. Et comme socialiste, très longtemps, on m'a dit « mais on ne va pas s'intéresser au Front National. Ce qui compte, c'est d'apporter les justes réponses à ce qu'attendent les citoyens. » C'est vrai, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire la question du financement de la transition écologique, de l'harmonisation fiscale, de la lutte contre l'évasion fiscale, d'accords de juste échange. Mais quand un phénomène a pris une telle importance, il faut aussi le combattre pied à pied. C'est pour ça que j'ai rédigé ce petit ouvrage, qui est un ouvrage qui n'est pas un ouvrage idéologique, qui est alors maintenant on dit, je ne sais pas le mot en français, qui est un vérificateur de faits, avec beaucoup de références sur des comportements. Vous le trouvez en ligne sur le site de la Fondation Jean Jaurès ou le mien. Sur le comment, ça se joue dans chaque élection.
Et moi, je ne suis pas une partisane de Jean-Claude Juncker. Mon candidat, c'était Martin Schulz. J'espère qu'il va gagner en Allemagne. Mais Jean-Claude Juncker, c'est pas génial ce qu'il a mis sur la table. Mais qu'est-ce qu'il pouvait mettre d'autre sur la table? Il est face à des États qui, quand il a réuni les représentants des présidents de la République et des chefs de gouvernement pour préparer la déclaration du 60e anniversaire du traité de Rome, tous lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu... On ne va pas mettre tout ça, c'est pas le moment, on peut parler de rien. On peut parler de rien. » Donc il a dit « Bon, ben alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous voulez. » Et donc c'est à nous de répondre dans l'élection. Je ne peux pas dire mieux. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc Olivier Pastré... C'est assez marrant. On a très peu parlé de Jacques Delors. Non, attends. Il y a quand même une question de personne. Je veux dire, si on veut aller plus vite et aller mieux, au moins deux des questions qui ont été... il faut quand même qu'il y ait des pilotes dans l'avion. Et clairement, alors c'est forcément de ta faute puisque tu es la seule parlementaire parmi nous, on a quand même nommé des pilotes sans instruction, enfin, je veux dire, sans instruction à tous les sens du terme. Attends, bon, chacun son truc. Non, attends. La dernière fois, j'ai dit la question était bête. Là, je dis pas qu'elle est bête. J'ai pas de réponse. J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est aussi un des drames. Je veux dire, franchement, si on prend la classe politique française, il y en a aucun, a fortiori aucune, qui soit complètement enthousiasmant. Bon, voilà. Il y a un problème de déficit politique. Mais non, ma biche, ne t'en vas pas. Il y a un autre point que je voulais évoquer par rapport au TAFTA et à ça, qui est quand même, qu'on n'a pas abordé du tout, qui est quand même à l'échelle mondiale. L'Europe est en train de se rabougrir. Et là, c'est le fait de l'Europe, mais c'est aussi le fait du dynamisme des autres continents. Donc, c'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Mais il va falloir faire face à des négociations internationales extrêmement difficiles, et il ne faut pas que dans ces négociations, l'Europe soit trop candide, ce qui est quand même sa tendance naturelle. Voilà. C'est un champ de débat autre que ceux qu'on a abordés, mais qui me paraît essentiel. L'animatrice ne m'a pas donné le micro, mais je dis juste une chose quand même. C'est que, comme parlementaire européenne depuis très longtemps, il y a une chose dont je souffre. C'est que dans ce pays, on aime beaucoup critiquer l'Europe. Et on a toujours l'impression que c'est Bruxelles qui fait que. Puis quand on envoie des parlementaires, d'abord on s'en fout, on envoie quelque chose dont on a honte après. On s'en occupe pas. Alors qu'on est un pays fondateur. Et que si la France ne dit pas clairement ce qu'elle veut, ça ne suffit pas que la France dise ce qu'elle veut. Mais elle doit au moins savoir ce qu'elle veut. Et se poser la question de sa place dans cette magnifique construction dont elle a été à l'origine. Elle ne peut pas s'en désintéresser, s'en dessaisir. Voilà le petit... Pardon. Donc, la dernière salve de questions, on en prend 4 archi courtes et on aura des réponses archi courtes parce qu'on a déjà terminé théoriquement. Bonjour, Guillaume Gilquin, je suis économiste. Je voulais rebondir sur la proposition d'Agnès Benassi-Kéré d'Union pour l'emploi, donc cette idée d'augmenter la mobilité des travailleurs en Europe. En fait, je voudrais savoir ce qu'on peut faire concrètement pour ça, et j'aurais quelques suggestions, puisque je reviens d'une expérience un peu longue en Allemagne. En fait, je pense que déjà sur la formation en langue, il faudrait mettre beaucoup plus le paquet, et donc apprendre les langues vivantes et pas apprendre les langues européennes comme des langues mortes, comme le latin, comme ça a été mon cas à l'école. Et réciproquement, des exemples simples. Par exemple, en Allemagne, les jeunes collégiens prennent souvent le latin comme deuxième langue après l'anglais, parce que c'est mieux pour devenir juriste dans leur pays. Mais je ne pense pas que ça aide à la mobilité. Et puis le deuxième point, c'est cette reconnaissance des diplômes que j'ai pu voir. Par exemple, donc, cet exemple franco-allemand. En France, le Graal, c'est de faire les grandes écoles. Mais par exemple, en Allemagne, si on parle de l'école polytechnique, ils croient que c'est un IUT. Enfin, ils ne connaissent pas du tout les grandes écoles.
À l'inverse, en Allemagne, le Graal, c'est d'être docteur dans différentes disciplines. Donc on a certes le système LMD, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit reconnu vraiment sur le marché de l'emploi. Donc je voudrais savoir quelles propositions concrètes vous avez. Merci. Oui, Jean-François Bachy, anciennement ingénieur au ministère de l'Agriculture. J'ai une question sur la gouvernance de la zone euro. Actuellement, l'organe principal, c'est l'Eurogroupe, le Conseil des ministres des Finances, qui est présidé par le ministre des Finances néerlandais, plutôt l'ancien ministre, qui vient faire encore une nouvelle provocation par rapport aux pays du Sud. Pardon, monsieur, posez votre question, parce que l'autre table ronde est en train d'arriver, donc vraiment là, on est en train de déborder. Pardon. Je voudrais avoir votre avis sur la proposition de Thomas Piketty d'un Parlement de la zone euro, si j'ai bien compris, qui se substituerait à ce Conseil des ministres des Finances. Une dernière question là-bas, puis après on termine rapidement et on est obligé de clore cette table ronde. Bonjour. Alors, j'avais une question par rapport... On ne vous entend pas? J'avais une question. Donc, vous avez parlé du Brexit et des 27 membres de l'Union européenne, mais vous n'avez pas parlé des membres qui veulent intégrer l'Union européenne, et je pense notamment à la Turquie. Donc, qu'en pensez-vous? Vous posez des questions géantes avant la fin, c'est bien. Qui répond? Alors, peut-être sur la Turquie, il semble que ce soit moins d'actualité pour les Turcs de vouloir intégrer l'Union européenne que par le passé. Et en tout état de cause, pour intégrer l'Union européenne, il faut avoir incorporé dans sa législation l'acquis communautaire européen qui est considérable. Et au jour d'aujourd'hui, la Turquie est très en retard sur l'intégration de cet acquis communautaire. Du coup, c'est pas une question qui est une question aujourd'hui d'actualité. Je voulais réagir aussi à la question de l'incomplétude de l'euro, pour dire que élargir l'euro à tous ses États membres, c'est d'abord les amener à assumer l'ensemble de l'acquis communautaire, justement, pour ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui, et s'imposer de partager la même monnaie que la zone dans laquelle ils ont décidé de vivre, ou pas, et s'ils ont décidé de ne pas avoir l'euro, de quitter l'Union européenne, pourquoi pas. Et apparemment, l'exemple anglais est là pour dire qu'on peut le faire. Et en tout état de cause, cette incomplétude devient un peu moins importante dans la mesure où on est en train d'arriver à avoir une capacité budgétaire pour l'Union européenne et pour la zone euro spécifiquement, qui permettrait de rendre cette monnaie un peu plus optimale qu'elle ne l'était par le passé. Donc on est en train d'essayer dans la bonne direction. Sur quelques questions. Moi, le livre blanc de la Commission européenne. Le livre blanc de la Commission européenne, moi j'ai trouvé, en fait, ça m'a surpris, mais j'ai trouvé assez malin, en fait, de lancer le ballon dans le camp des gouvernements et qu'ils révèlent leurs vraies préférences. Je trouvais ça assez malin dans la période actuelle. J'aurais aimé que des questions fondamentales qu'on a débattues aujourd'hui soient mises noir sur blanc sur le document, mais enfin, c'est quand même déjà pas mal et il y a des choses assez concrètes. Je trouve ça plutôt bien, finalement. Sur le TAFTA et CETA, juste un mot, parce que quoi qu'on en pense, moi je suis défavorable au CETA, mais quoi qu'on en pense, il faut quand même rappeler qu'on est dans une démocratie représentative. Donc quand on dit, moi j'étais pas d'accord, mais le Parlement a voté pour, voilà, c'est la vie. Enfin, il faut la prochaine fois voter pour un autre député. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Donc, et j'en profite pour dire qu'on a un problème en France, qui est que, et ça va avec la question sur le Parlement zone euro, on a un problème en France, c'est que c'est le président de la République qui va au Conseil européen et il n'a pas le droit d'aller s'expliquer avec les parlementaires parce qu'il n'a pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle démocratique, mais en fait en Allemagne, ça marche très bien. Angela Merkel va au Bundestag et donc du coup, les parlementaires sont beaucoup plus impliqués. Mais c'est un problème franco-français, c'est pas un problème européen, donc c'est à nous de le régler, cette difficulté. Alors sur le Parlement de la zone euro, moi je suis ni pour ni contre, je suis plutôt pour, mais je pense que par exemple dans le processus d'ajustement de la Grèce, le plan d'ajustement de la Grèce, si ça avait été voté par une assemblée, peut-être ça aurait eu plus de poids, mais je trouve qu'on met la charrue avant les bœufs. C'est quoi le projet? Et d'abord on définit quel est le projet et ensuite on met les institutions qui vont avec le projet. C'est comme dire on veut, je sais que Jérôme ne sera pas forcément d'accord, on veut un budget de la zone euro, mais un budget pour faire quoi si on n'a pas défini les objectifs très précisément?
eh bien, il faut surtout pas créer un budget, parce qu'après, on va réunir des députés qui vont dire « Ah ben, on va dépenser évidemment ce budget ». Donc, je pense que c'est très important de réfléchir d'abord au projet et les institutions ensuite. Ensuite, sur l'Union pour l'emploi, donc il y a une question concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Alors, sur les diplômes, il y a une reconnaissance théorique des diplômes, mais donc en dehors même des grandes écoles, un cuisinier français n'est pas reconnu comme un cuisinier en Allemagne, donc c'est quand même problématique. Donc on pourrait imaginer un système de labellisation européen de certains diplômes, ce qui suppose aussi de regarder la qualité, et que cette labellisation permette à un diplôme opposable, par rapport à un employeur. On pourrait imaginer que l'Europe investisse dans la formation, dans les métiers en tension. Le plan Juncker, c'est du capital physique. Peut-être qu'aujourd'hui, la rentabilité du capital humain dépasse la rentabilité du capital physique. On peut imaginer une plus grande neutralité des systèmes sociaux. Aujourd'hui, si je tombe au chômage, j'ai intérêt à chercher du travail en France, pas en Allemagne. Pourquoi? Parce que si j'en trouve pas, j'aurai 2 ans de protection d'allocation en France. Si je vais en Allemagne, j'aurai 3 mois. Donc il y a des choses comme ça, convergence, protection. On pourrait aussi avoir un plan non pas d'harmonisation, mais de convergence des marchés du travail, avec des critères, ça on sait faire en Europe, c'est ça qui est bien, avec des critères de convergence qui seraient plutôt institutionnels, de qualité, de l'accompagnement, de qualité de la formation professionnelle, des normes de protection des travailleurs minimales, et que, moyennant ça, eh bien, on ait un système d'assurance chômage à l'américaine, où quand ça va très mal, le système fédéral allonge la durée d'allocation, parce que c'est très difficile de trouver un emploi quand ça va très mal, et puis se retire quand ça va mieux. Très brièvement, à propos du budget européen dont je parlais, son objectif, c'est justement de gérer les chocs asymétriques à l'intérieur de la zone euro. S'il y a des inondations en Allemagne, on pourrait utiliser l'argent public européen pour atténuer le choc pour l'Allemagne, alors que les autres n'auraient pas subi de choc. Et du coup, il y aurait de la solidarité de facto, ce qui serait un peu mieux qu'aujourd'hui. Sur la question du TAFTA et du CETA, en général, je partage l'avis d'Agnès. Justement, le problème, ce n'est pas les traités de libre-échange qui, en général, marchent, c'est ce qu'il n'y a pas dedans. Donc, la question des compensations et la politique sociale qui doit accompagner tout accord de libéralisation. Mais l'autre aspect important, c'est ne pas faire des libéralisations pour les autres et non pour soi-même. Et le problème, c'est qu'il y a des entier de l'économie, notamment les professions libérales et les services qui sont considérés non tradables, pensons aux médecins, aux experts comptables, aux avocats. Donc tous les rentiers et tous les notables qui ne sont pas exposés à la concurrence. Donc le problème, c'est celui-là. Et donc le vrai problème de l'Europe en termes de compétences, en termes de croissance, en termes de reconnaissance, ce n'est pas tellement les diplômes en soi, mais c'est la reconnaissance des métiers qui va au-delà. Le dernier mot, nous le laissons à notre ami britannique, puisqu'ils s'en vont. Voilà, puisqu'ils s'en vont. Merci Sabine. J'avais pensé de 5 minutes en fait de résumer toutes les bonnes solutions qu'on a déjà en tête, mais vu que j'ai pas le temps, je vais terminer juste en dire que on vous aime toujours. Merci beaucoup.